Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, bon anniversaire, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, nous voici réunis pour le troisième budget de ce quinquennat. Avec mes collègues du groupe socialiste et apparentés, j'ai farouchement combattu les précédents. Cette opposition, certes intransigeante, n'était en rien sectaire. Les événements l'ont d'ailleurs démontré depuis. La profonde injustice qui découle de votre politique budgétaire et fiscale depuis maintenant plus de 2 ans vous a d'ailleurs été vivement rappelée par nombre de nos concitoyens à l'automne dernier. Le gouvernement semble ignorer la défiance qui monte dans le pays. Il balaie d'un revers de main les nombreux avertissements émanant de l'opposition. Il ne veut pas voir le sentiment d'injustice fiscale qui monte, la demande forte de services publics de proximité, efficaces, équitablement répartis sur l'ensemble du territoire, ou encore l'aspiration à préserver notre planète afin d'assurer un avenir aux générations futures. Les attentes étaient fortes et votre responsabilité immense à l'aune de la présentation de ce projet de loi de finances pour 2020. Mais voilà, nos espoirs, comme les espérances de nos concitoyens, se sont envolés avec la lecture du PLF, mais aussi du PLFSS, les deux étant liés. Ce budget est celui du renoncement face aux attentes de nos concitoyens. Pour les collectivités territoriales, ce budget est celui de la désolation. Pour notre planète, celui de l'abandon. Renoncement d'abord, car la baisse globale des impôts à hauteur de 9 milliards ne sera d'aucun bénéfice pour le pouvoir d'achat d'une grande partie de ceux qui ont déjà du mal à finir les fins de mois, ceux qui n'ont d'autre choix que de vivre avec des minima et qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils sont 21,3 millions de foyers. Ceux-là ne verront pas leur pouvoir d'achat progresser. Au contraire, en sous-revalorisant certaines allocations, primes d'activité, rente accident du travail, maladie professionnelle, allocation adulte handicapé, allocation logement, par exemple, à hauteur de 0,3 %, alors que ce budget est construit sur une hypothèse d'inflation d'1,2, vous baissez leur pouvoir d'achat. Ce sera le cas, par exemple, pour de nombreuses familles monoparentales, pour des veuves d'agriculteurs, pour des travailleurs pauvres. Et que dire des 1,3 million de personnes, soit la moitié des demandeurs d'emploi, qui vont être touchés violemment par la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit d'ailleurs une forte hausse du nombre de chômeurs en fin de droit en 2020. L'étude d'impact ne dit rien d'ailleurs de l'effet d'éviction vers le RSA, à charge des départements, pour lesquels vous réduisez le dynamisme des recettes avec la réforme de l'ATH. Ce PLF consacre également les errements présidentiels. Le candidat En Marche, dans son programme, annonçait la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers les plus modestes et la suppression de l'ISF pour les plus aisés. Au passage, l'ISF a été supprimé au 1er janvier 2018 en une seule fois. Pour la taxe d'habitation, ce sera en 3 ans. Mais finalement, ce sera aussi à partir de 2021 pour les plus aisés. Pour eux, ce sera un gain fiscal moyen de 1 158 € contre 555 pour les 80 % restants. Ce gain moyen sera même supérieur à 2 000 € pour les foyers se situant sur la tranche à 45 % du barème de l'impôt sur le revenu. À cette situation grotesque et anti-redistributive s'ajoutent les 5 millions de foyers qui ne payent pas de taxe d'habitation et pour lesquels il n'y aura pas de cadeau. Ce qui fut perçu comme une promesse de campagne populaire n'était en réalité qu'un mirage électoraliste, pour ne pas dire populiste, afin de faire avaler la pilule de la suppression de l'ISF et de l'instauration de la flat tax au seul profit de 5 % de la population la plus aisée. Mais ce PLF est également celui de la désolation pour les collectivités territoriales parce qu'il entérine les tâtonnements de l'exécutif s'agissant de la compensation de la TH, première recette fiscale des communes et des intercommunalités. En effet, afin de limiter le coût de sa compensation, 2 mesures viennent les pénaliser. Celles qui ont augmenté leur taux en 2018 ou en 2019 se verront privées du produit afférent à cette hausse. Quant à la revalorisation des bases, vous changez la règle du jeu, alors qu'une règle claire existe, prévoyant une revalorisation des bases en fonction de l'inflation constatée de novembre à novembre, que le rapporteur général et moi-même avions voté. Vous prévoyez arbitrairement une sous-revalorisation, certes moins importante que prévu,
grâce à la Commission des finances. Que faites-vous de la libre administration des collectivités ? Sur ces mauvaises manières faites aux collectivités, outre qu'elles vont accentuer la défiance vis-à-vis du pouvoir, elles nous paraissent anticonstitutionnelles et nous saisirons le Conseil à ce sujet. Concernant l'ambition d'augmenter la péréquation en faveur des territoires ultramarins, nous ne pouvons qu'y souscrire. Mais que dire du financement ? Ce n'est pas l'État qui accorde 17 millions d'euros à ces territoires, mais ce sont bien, une fois de plus, les collectivités de la métropole qui financeront intégralement cette mesure en lieu et place de la solidarité nationale. Mais le cynisme ne s'arrête pas là. Vous prévoyez également une ponction sur les collectivités via la minoration des variables d'ajustement de 120 millions d'euros. À quoi vont servir ces 120 millions ? À augmenter le prélèvement au profit de la collectivité territoriale de Corse, à financer les 10 millions prévus dans le projet de loi Engagement et proximité pour les communes de moins de 1 000 habitants, à financer des exonérations d'impôts locaux sur les entreprises. Et je voudrais que vous nous le confirmiez, Monsieur le Ministre, tel que ça apparaît aujourd'hui dans le tableau qui m'a été fourni, au financement des conseillers aux décideurs locaux de la DGFiP. Plus c'est gros, plus ça passe. Quelle erreur politique pour des économies de bout de chandelle. Le président de la République voulait rétablir la confiance, vous lui savonnez la planche en beauté. Au total, 34 pages du projet de loi de finances concernent la réforme de la fiscalité locale. 34 pages pour une seule ambition, diminuer les moyens financiers des collectivités et affaiblir les services rendus aux Français. Mais non content d'accumuler les injustices au risque d'accroître toujours plus les inégalités, ce projet de loi de finances ne gomme en rien les erreurs du passé. Ces 2 dernières années, suppression de l'ISF et instauration de la flat tax furent largement dénoncées sur les bancs de cet hémicycle. Le rapport d'évaluation remis par le comité de suivi de ces réformes nous a donné raison en émettant un constat très sévère sur les conséquences. En effet, le passage de l'ISF à l'IFI a réduit le nombre d'assujettis de 360 000 à 130 000, altérant d'autant le consentement à l'impôt. Pire encore, ce rapport démontre que 57% des 3,1 milliards d'euros de cadeaux fiscaux sont perçus par les 5% de ménages les plus aisés. Par ailleurs, la suppression de l'ISF a conduit à faire chuter significativement les dons aux associations, représentant une diminution de la ressource à hauteur de 150 millions d'euros, tandis qu'en parallèle, le rapport note que ces réformes sont à l'origine d'une forte progression des dividendes. Cela ne peut durer ainsi. Cela ne devait d'ailleurs pas durer, puisqu'en 2018, le porte-parole du gouvernement avait annoncé, je cite, « Il faudra voir si l'argent revient bien dans l'économie réelle » et de faire en sorte que, si ce n'est pas le cas, on modifie le système. Pourtant, le projet de loi de finances ne modifie en rien l'injustice causée par la transformation de l'ISF en IFI et l'instauration de la flat tax. Depuis le début de cette mandature, votre politique fiscale creuse les inégalités et ce PLF n'y déroge pas. En effet, vous diminuez les prélèvements obligatoires progressifs qui pèsent pourtant 5,5% des revenus primaires des ménages et en même temps, vous augmentez les PO non progressifs qui représentent pourtant déjà 34,1% des revenus. En d'autres termes, si le système fiscal français était déjà injuste avant l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, il l'est encore davantage aujourd'hui. Faut-il vous rappeler qu'une fiscalité progressive est par essence équitable, juste et vecteur du consentement à l'impôt de solidarité et d'adhésion au projet national ? À cela s'ajoute le fait que l'exécutif se fasse le chantre de la transparence et de la moralité en politique. Il est vrai que cela a bien des vertus. Que de décalage toutefois entre les efforts des uns et les largesses des autres. Pendant que nos concitoyens se serrent la ceinture et que l'Assemblée nationale a pris bien justement sa part ces dernières années en la matière, le budget de la présidence de la République va lui augmenter de 2,3 millions d'euros. Sur ce joli pactole, 600 000 euros permettront de changer les voitures. En somme, avec ce PLF, la prime à la casse a de beaux jours devant elle. Mais il est inquiétant que cela ne soit pas qu'une boutade. En effet, si les mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat ont été une réponse nécessaire, même insuffisante aux difficultés que traversent nos concitoyens, le gouvernement a fait le choix cynique de faire supporter le financement de ces mesures à la sécurité sociale. Ce jeu de vase communicant ne fait que creuser le trou de la Sécu que l'on pensait pourtant avoir comblé aux dernières prévisions.
Le rapporteur du PLFSS, Olivier Véran, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Et pour cause, pour la deuxième année consécutive, les exonérations de cotisations sociales décidées par l'État ne seront pas compensées au budget de la sécurité sociale. En 2019, ce sont 4 milliards d'euros au total, en complète contradiction avec la loi Veil de 1994. Pour 2020, c'est plus de 4 milliards de nouveaux non compensés. La stratégie du gouvernement semble claire: provoquer sciemment un déficit de la sécurité sociale pour justifier ensuite la réduction de notre modèle social, à l'image de la future réforme des retraites ou de la progression de l'ONDAM inscrite dans le PLF 2020, qui ne permet pas de répondre à la crise de l'hôpital. Troisième point, ce projet de loi de finances ne prépare en rien l'avenir de la France et des Français. D'abord parce qu'il abandonne notre planète. En effet, la hausse prévue de 2,6 du budget du ministère de la Transition écologique est dérisoire. Cela n'est guère suffisant pour à la fois répondre à l'urgence climatique, mais également pour suivre le modèle initié par nos voisins européens. À titre d'exemple, l'Allemagne a adopté un plan à 100 milliards d'euros sur 10 ans afin de protéger notre planète. Mais pire encore, le gouvernement a prévu de supprimer près de 5 000 postes au ministère de la Transition écologique, dont plus de 1 000 dès 2020. C'est le ministère le plus impacté par les suppressions de postes dans la fonction publique, avec la santé, la douane et la DGFiP. Les faits sont têtus et ne sont pas à la hauteur de la communication gouvernementale. Un projet de loi qui ne prépare pas l'avenir parce que le gouvernement ne profite pas des taux bas pour investir massivement dans la transition énergétique et écologique, afin de préparer une croissance sûre et soutenable pour les décennies à venir. Enfin, ce projet de loi de finances n'anticipe pas les risques liés au Brexit. En effet, dans son dernier avis, le Haut Conseil des finances publiques affirmait que, je cite, « La prévision de croissance pour 2020 ne prend pas en compte l'éventualité d'un Brexit sans accord et ses conséquences sur la croissance française. » Ce PLF pourrait donc devenir, en cours d'exécution budgétaire, totalement inadapté et incapable de répondre aux bouleversements à venir, quand bien même ils sont déjà sensibles. Plus encore, le Haut Conseil dénonce le fait qu'il existe un écart croissant de solde structurel entre les chiffres contenus dans le projet de loi de finances et la trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce budget consacre donc l'incapacité du gouvernement à respecter les objectifs financiers qu'il s'était lui-même fixés. Souvenez-vous, Monsieur le ministre de l'Économie, ces objectifs déclinés en 5-3-1, 5 points de moins pour la dette publique, 3 points de baisse pour la dépense publique et 1 point de baisse pour les prélèvements obligatoires. 2017, la dette 96,7. 2022, 91,4. Nous avons les moins 5. Dépenses publiques 54,6 en 2017, 51,1 en 2022, moins 3. Prélèvements obligatoires 44,7 en 2017, 43,7 en 2022, moins 1. Or, pour 2020, nous sommes à dette 98,7, dépenses publiques 53,4 et prélèvements obligatoires 44,7 et non pas 44, monsieur le rapporteur général, si j'en crois la page 10 du PLF. Pour tenir l'objectif, le gouvernement doit donc réaliser en 2 ans un 7-2-1. Bon courage, monsieur le ministre, personne n'y croit. Alors, mes chers collègues, comment accepter un budget qui est incapable de refermer les fractures qui se font jour au sein de notre société, qui met à mal les ressources des collectivités territoriales et nos services publics, qui ne prépare pas l'avenir et n'est pas à la hauteur du défi climatique et qui sera, dans quelques mois, très certainement, incapable de donner à la France tous les moyens pour répondre aux bouleversements à venir. C'est pourquoi, en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, je vous invite, chers collègues, à adopter cette motion de rejet préalable. Je vous remercie.